crois pas que ce soit en ces termes, parce que, et d'ailleurs, ça me permet aussi de rebondir sur ce que vous disiez, je crois pas que ce soit compliqué. Ce qui est décidé aujourd'hui, c'est justement de faire en sorte que, comme aux États-Unis, les banques puissent participer, puissent cotiser à un fonds de garantie au cas où l'une d'entre elles en zone euro ferait faillite. Donc ça permettra à ceux qui ont déposé de l'argent dans leur banque de pouvoir retrouver leur argent. C'est pas très compliqué comme enjeu. Tout l'enjeu, c'est de savoir... Est-ce que ça va pas aller plus loin? Parce qu'une fois qu'il y a une autorité, disons, de surveillance, ça veut dire aussi... peut-être elle va être tentée de surveiller avant que la banque fasse faillite et pas seulement pour en économiser les conséquences. Donc ça, par exemple, c'est vrai que la banque dans laquelle je suis est une grande banque par définition systémique. Là, évidemment, si le régulateur en amont demande un certain nombre de choses, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Ça fait partie de ce qui est habituellement demandé, même si il y a des évolutions réglementaires. Donc là non plus, c'est pas une inquiétude. Après, la vraie question, c'est de savoir justement, et plus que le lien, je crois, entre souverain et bancaire qui est caractéristique de la zone euro, c'est justement de savoir quand une banque va bien ou pas. Alors, vous parlez des questions réglementaires, mais par exemple, en cas de crise immobilière, vous voyez, en cas de crise immobilière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Banque centrale européenne a établi des taux d'intérêt trop bas. Donc tout le monde a emprunté, donc il y a de l'inflation et tout d'un coup elle relève ses taux d'intérêt. Et donc là, il y a moins de gens qui empruntent ou qui peuvent plus payer leur emprunt immobilier. Vous voyez, c'est pas qu'une question de régulation, c'est une question de comment on définit le bon taux d'intérêt au niveau macroéconomique et ensuite les répercussions que ça peut avoir sur les banques. Donc là où il y aura une supervision unique, c'est qu'il peut y avoir une surveillance justement pour que on prévienne au niveau de la zone euro en disant, c'est vrai que par exemple dans les grands pays, France, Allemagne, pour l'instant il n'y a peut-être pas de bulle immobilière, mais dans tel pays il y en a une, voilà les conséquences que ça peut avoir parce qu'en fait c'est les banques allemandes qui ont prêté au ménage de ce petit pays. Donc voilà, et ça c'est quelque chose de très compréhensible. Comme elles n'avaient pas simplement prêté à la Grèce. Oui, et qui est très positif. Donc, ce que je trouve très positif, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'inquiétude particulière, même de la part des banques, en tout cas celles que je connais, c'est que c'est aussi un moyen justement de stabiliser l'économie d'une zone. Et ça, on peut pas être contre. Éric Delannoy. Oui, alors je serais peut-être un peu plus nuancé sur le pas d'inquiétude particulière. Je pense qu'il y a au moins une inquiétude fondamentale. Alors, probablement pas des établissements systémiques qui sont un peu à l'abri de ce point de vue-là, mais les Allemands sont très sceptiques parce que justement ils ont une grande inquiétude par rapport à leur secteur qui, rappelons-le, en Allemagne, il y a autant de banques que dans l'ensemble du reste de l'Europe. Donc c'est très atomisé. Et le problème qu'il y a, c'est justement de voir un superviseur qui ne prenne pas en compte des situations locales et qu'on se retrouve avec une supervision pléthorique, technocratique, qui soit très éloignée des problématiques locales qui sont très hétérogènes entre les différentes banques. Et puis le deuxième sujet, c'est quand même... Personnellement, je ne pense pas qu'on va aller vers le grand soir de l'union bancaire pour au moins une raison, c'est qu'à partir du moment où on met en place un mécanisme de défaillance des banques, qui va prendre la décision de démanteler une banque? Qui va prendre la décision de dépecer une banque pour répartir les actifs? À quels acteurs? On va être là dans un jeu de bonneteau incroyable avec des intérêts dans tous les sens qui vont être bien évidemment des intérêts contradictoires. Bref, on n'y est pas encore parce que chacun va vouloir des assurances sur le fait que la décision ne lui échappera pas. Donc on va aller, à mon avis, dans un premier temps vers une décision à minima de cette union bancaire qui est une supervision bancaire à minima où on va se mettre d'accord effectivement sur des seuils. On va être comme d'habitude dans une gouvernance molle pour faire en sorte que au final on satisfasse tout le monde. Encore une fois, on se retrouve dans le secteur bancaire comme à peu près sur toutes les autres problématiques européennes avec une Europe qui n'apporte pas de plus. Pour les banques, elles se disent, oui, d'accord, on a montré que le fonds de garantie, quand c'est mis au niveau régional, notamment en Espagne, ça marche pas, parce que c'est pas suffisant. Donc de toute façon, il faudra que les États mettent la main à la poche. On le sait sur des problématiques systémiques. Donc quel est l'intérêt aujourd'hui pour une banque, si ce n'est des contraintes, de mettre en place une union bancaire? On est comme d'habitude à une incapacité à montrer le plus européen par rapport à des problématiques individuelles, des problématiques nationales, qui fait que chacun défend son bout de gras. Et donc l'Allemagne a sa problématique, la France a sa problématique, ne parlons pas de l'Angleterre qui se pose la question de savoir ce qu'elle fait dans l'Europe, la Pologne également, et la Suède, encore plus mystérieux, se dit, moi finalement j'ai bien fait de pas rentrer dans l'euro, donc la régulation européenne, j'ai pas trop envie de me mêler à ça. Christophe Blaud, vous partagez ce
tableau assez pessimiste de notre ami C'est Eric. assez pessimiste et on peut justement espérer Mais assez réaliste, je le crains aussi. que le projet quand même permette d'aller un pas plus loin. C'est-à-dire quand on a vu pendant la crise la situation de banques transnationales comme Fortis ou Dexia, et du coup on avait affaire à comment est-ce qu'on gère cette crise-là. C'était des accords entre les différents pays, etc. Sans cadre un peu de supervision, de mécanisme de résolution de la crise, etc. Donc je suis pas sûr qu'effectivement tout sera parfait. On peut essayer d'espérer que ce mécanisme-là, l'existence de cette union-là, permette d'avoir des choses un peu plus cadrées sur la façon de faire. Après, effectivement, derrière, il y a aussi un imbroglio entre les différents échelons de régulation, surtout si peut-être il y a à la fois des banques de petite taille qui sont toujours régulées nationalement, des banques de grande taille avec une régulation européenne. Ensuite, la BCE aura effectivement son mot à dire, probablement, enfin très très fort, mais qu'est-ce qui va se passer pour les pays qui ne sont pas dans la zone euro, alors qu'en même temps la BCE mène la politique monétaire pour la zone euro. Donc il y a tout un tas de questions encore à résoudre qui sont fortes et importantes, avec des implications qu'on ne mesure pas forcément complètement, effectivement avec des risques. Mais voilà, l'objectif est plutôt essaye d'aller dans le bon Bastille sens. Lemoine, ça rassure les marchés, cette avancée au moins verbale vers un peu plus d'intégration économique européenne? Oui, et c'est pas au moins verbal. Et là, on a le sentiment quand on vous écoute qu'on est au niveau zéro. Pas du tout. Les ministres des Finances de l'Union européenne sont en pleine discussion et l'objectif, c'est quand même une mise en œuvre dès le 1er janvier 2013. Donc, on n'est quand même pas au niveau zéro de la discussion. Et l'autre élément qui me frappe aussi en vous entendant, c'est qu'à aucun moment, vous dites que justement la supervision bancaire, elle aurait quand même comme vertu justement de, entre guillemets, rassurer les investisseurs internationaux parce que ça permettrait d'avoir une meilleure vision de la situation réelle du système financier européen. Et c'est votre question. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que après la crise, le système financier américain a essayé justement d'être un peu plus transparent sur les pertes réelles, sur ce qui s'est passé. Ça a été plus compliqué en Europe parce qu'il y a des législations nationales qui sont différentes, il y a des appréciations qui sont différentes. Et donc, une supervision aussi au niveau européen, ça permettrait d'avoir des mêmes règles partout et donc d'avoir une meilleure appréciation de la situation réelle. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de la stabilité financière pour l'ensemble des banques, de l'ensemble de la zone euro. C'est pour ça que c'est pas forcément négatif pour toutes les banques et elles peuvent tout à fait aussi bénéficier de cet élément de stabilité lié à une meilleure transparence. Donc voilà Pascal, ce que les investisseurs attendent. Oui, enfin, bon, il me semble que le terme générique dans cette union bancaire, c'est le risque systémique. Et comme par hasard, on se retrouve avec une inquiétude sur cette question-là, comme elle existe sur la question de la contagion à l'échelle de l'Europe. Le risque systémique, c'est quand même quelque chose qui est difficile à définir. Bon, c'est pas une situation d'incertitude totale face au futur, puisque c'est un risque, donc il est, on va dire, quantifiable. On sait très bien quantifier ce risque systémique, mais malheureusement, on va être encore confronté, une nouvelle fois, à un dualisme, à une divergence entre, d'un côté, des États dont leur risque systémique repose sur un tissu de secteur bancaire plutôt de petite taille, comme les Cajas en Espagne ou les Landesbanken en Allemagne, et puis d'un autre côté, un risque systémique qui repose davantage sur des structures de grande taille, pour simplifier. Donc voilà, il faut encore un nouvel Eurogroupe pour clarifier déjà des définitions de base et pouvoir un peu avancer. Il me semble qu'on retrouve un duopole économique encore, comme on le voit, notamment entre l'économie du Nord et l'économie du Sud en économie, macroéconomie, si vous voulez. Bon, de toute façon, le duopole, la mise en conformité des économies européennes dans un cadre d'un projet européen, personne n'en parle, donc on n'en est même pas à l'embryon. Mais ce que je veux dire, je ne suis pas pessimiste quant à la mise en place de l'Union européenne. Simplement, je ne voudrais pas qu'on croie que demain et après-demain, ça va être le grand soir. C'est-à-dire que ça va prendre du temps, cette temporalité qui, moi, me perturbe beaucoup, où on pense que tout à coup, parce qu'on a mis en place l'Union européenne, que Merkel a eu des gages avec Hollande et inversement, que demain, on va avoir une supervision, des mécanismes de défaillance. J'y crois pas une demi-seconde. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas au niveau zéro. Non. On est au niveau basique d'une supervision commune, ce qui est déjà énorme. En revanche, il faudra 5 ans. Au moins 5 ans. Parce que dans le calendrier, c'est 2014. Moi, j'y crois pas du tout. D'accord. Mais il faut quand même le dire que c'est l'objectif. Oui, alors après, qu'on n'y croit pas, c'est autre chose. Mais ce qui va se passer, c'est que mais je suis prêt à prendre les paris. On va avoir une Union européenne, une union bancaire qui va avoir du mal à se mettre en place parce qu'on va être dans des discussions infinies. Donc on va la faire à minima. Donc les marchés ne vont pas être rassurés par le fait attendez, regardez, il y a une gouvernance européenne qui est incapable de se mettre en place. Les bourses vont chuter. Bref, on va retrouver dans le cycle de marchés qui vont pas être rassurés simplement parce qu'on n'aura pas pris en compte le fait que ça doit
doit prendre du temps. Mettre en place des calendriers volontaristes, c'est juste pas possible quand les peuples ne sont pas impliqués. En même temps, Mathilde franchement, Lemoine, ce sera le mot de la fin. Michel Field, même vous, je pense qu'au mois de mai dernier, vous imaginiez pas une seule seconde qu'on puisse mettre en place une union bancaire au niveau européen. Je vous le concède, c'est Voilà. vrai. Donc après, Mais on peut dire je que suis quand même long. sensible à ce que Eric a dit, à savoir bien sûr, que... mais c'est toujours long, mais il faut quand même voir les avancées qui sont réalisées en ce moment. Et bien sûr, on peut toujours vouloir plus différemment, mais ça donne un signal fort au reste du monde, comme quoi les Européens veulent de l'euro et font tout pour essayer de faire en sorte que cet euro fonctionne. Merci beaucoup, madame, messieurs, pour ces échanges bien passionnants. Et je vois le sémillant Romain Husneau arriver à bride abattue pour nous présenter, tel le cow-boy de l'information, le sommaire de son journal. J'ai pas d'armes, Michel. Est-ce un tournant chez PSA? Des salariés ont mené une opération coup de poing sur un site dans les Yvelines. Des bureaux ont été mis à sac alors que le plan social pourrait être plus sévère que prévu. Vous verrez les images dans un instant. Et puis à la gauche du PS, on s'organise pour tenter de proposer une alternative crédible à l'actuelle majorité. Notre invitée, Marie-Noëlle Lienemann, qui tient colloque ce soir avec des amis de Jean-Luc Mélenchon, avec des écologistes et avec des communistes. Voilà, Michel. Eh bien, à l'autre bout, c'est le Modem. Eh bien, Robert Rochefort sera mon invité pour le oui-non à 18h30. Comme ça, vous aurez eu le spectre le plus large de l'opposition, ouais, en gros, de la majorité élargie, disons, Romain Husneau. L'UMP, on en parlera une prochaine fois. Allez, à tout de suite.